Le géant et l'homme, ou la naissance du brouillard. Un homme pêche au bord de la rivière. Soudain, alors qu'il relève la tête, attentif au moindre animal susceptible de passer dans les environs, il voit se dresser à l'horizon la silhouette d'un homme immense. Un géant. L'homme est très effrayé. Il va me tuer, pense-t-il. Comment faire pour lui échapper ? Je pourrais peut-être faire semblant d'être mort, raide gelé. Et le voilà qui s'allonge par terre, feignant la mort. Au moment où le géant s'approche, l'homme retient sa respiration. Le géant se penche sur le corps pour entendre si l'homme respire. Pas un souffle. Pour s'assurer que l'homme est bien mort, il l'empoigne et le secoue dans tous les sens. Il ne bouge pas du tout, il est bien mort, pense le géant. Il attache son fardeau avec une lanière de cuir et le jette sur son dos. L'homme contracte tous ses muscles pour avoir l'air gelé. Il fait de grands efforts pour rester bien raide et retenir sa respiration le plus longtemps possible. Ainsi, il a vraiment l'air d'être mort de froid. Au bout d'un moment, le géant, son fardeau sur le dos, traverse une région plantée de nombreux petits saules rabougris. L'homme, qui entr'ouvre les yeux de temps en temps, a une idée en apercevant les arbustes. Si je m'agrippe au saule, le géant se fatiguera et finira par me laisser sur place, se dit-il. Le voilà qui s'accroche aux branches. À chaque fois que le géant, sentant sa marche ralentie, tire, l'homme lâche la branche et le géant trébuche. Après avoir failli tomber plusieurs fois, le géant s'arrête pour se reposer. Il se demande pourquoi il a tant de difficultés à progresser, lui qui d'habitude fait de grandes enjambées. Pris d'un doute, il tend l'oreille pour savoir si l'homme est vivant. Rien, pas un souffle. L'homme retient sa respiration du mieux qu'il peut. Le géant se remet en marche. L'homme, à nouveau, s'agrippe de toutes ses forces au saule et les lâche à chaque fois que le géant tire. Le géant trébuche encore et finit par s'épuiser. Harassé par des heures de marche difficiles, le géant arrive enfin à sa grande demeure. Il range l'homme debout près de l'entrée. Puis, exténué, il se couche sur la plateforme qui lui sert de lit. Sa femme, géante elle aussi, voit la viande fraîche rangée dans l'entrée et va chercher du combustible pour raviver les flammes de la lampe à huile. Le pauvre homme ouvre discrètement les yeux pour voir ce qui se passe. Du coin de l'œil, il aperçoit la femme qui s'active. Il comprend qu'elle prépare le repas et que le repas, c'est lui. Les deux grands enfants du géant qui jouent à côté de l'homme le surprennent et s'écrient d'une même voix. « Père, notre dîner est tellement frais que ses yeux viennent de s'ouvrir !» Vite, l'homme ferme les yeux et se fige. Le géant le regarde et répond. « Mais non, il est mort et bien mort !» L'homme est vraiment effrayé et se demande comment il va pouvoir s'en sortir. Il ouvre à nouveau les yeux le plus discrètement possible et, sans bouger la tête, cherche un moyen de s'échapper. Il aperçoit sur le côté la grande hache du géant. « Elle est tout près, » se dit-il. « Si seulement je pouvais l'atteindre. » Tout doucement, il avance la main en tâtonnant. Les deux enfants le voient et s'écrient une nouvelle fois. « Père, notre dîner est tellement frais que sa main frémit encore. » Vite, l'homme remet sa main en place et se fige. Le géant, déjà couché sur la plateforme, jette un coup d'œil et répond. « Mais non, il est mort et bien mort, qu'on ne me dérange plus maintenant. Allez jouer dehors, la marche a été longue et difficile et je dois me reposer. » Le géant, enfin seul et tranquille, s'endort. L'homme patiente, terrorisé, jusqu'au moment où il entend enfin les ronflements du géant. Il se saisit alors de la hache
et tue le géant endormi. Il passe la tête par l'entrée et, regardant à droite et à gauche, aperçoit la femme qui s'affaire au loin. Ni une ni deux, le voilà qui se met à courir le plus vite possible. Les enfants du géant voient la scène et interpellent leur mère en criant « Mère, notre dîner est si frais que ses jambes continuent à courir !» La géante se retourne et voit le repas s'enfuir. Elle arrête aussitôt sa tâche et part à sa poursuite en hurlant. Grâce à ses grandes jambes, elle gagne rapidement du terrain. L'homme la sent sur ses talons, mais ne peut accélérer. « Que faire ?» se demande-t-il affolé. « Je ne peux pas aller plus vite, et seul, même avec cette hache, je ne ferai pas le poids face à cette géante en furie. Si je donne de grands coups de hache à cet endroit, le sol se fendra peut-être et engloutira la géante. » Le voilà qui frappe le sol de toutes ses forces, avec sa hache. Le sol se fend alors, et une rivière en jaillit. L'homme saute sur la rive opposée et attend. La grande femme arrive bientôt. Mais la rivière est devenue si large et le courant est si fort que la géante doit s'arrêter. « Comment l'as-tu traversée ?»« En la buvant tout entière. » Alors la femme commence à boire jusqu'à ce que la rivière ne soit plus qu'un mince cours d'eau. L'homme lui dit « Il en reste, finis-la !» Alors la femme se remet à boire, et plus elle boit, plus elle gonfle. Alors qu'elle est déjà énorme, il lui dit encore « Il en reste, finis-la !» Au moment où elle finit la rivière, elle est tellement énorme et sa peau tellement tendue par l'eau absorbée qu'elle explose, projetant dans l'air des milliers de fines gouttelettes d'eau. C'est ainsi que le brouillard a été créé. L'homme reste sur place longtemps, car il y a tellement de brouillard qu'il ne sait plus dans quelle direction aller. Enfin, le vent se lève et dissipe peu à peu le brouillard de la grande femme. L'homme peut rentrer chez lui. Voilà ce que l'on raconte à propos du géant et de l'homme. Le garçon et les coquillages. Un homme et sa femme avaient pour leur cœur un fils, pour leurs bras le travail, pour leur corps une petite cabane et une natte pour dormir, pour l'estomac un peu de nourriture et au cou pas le moindre petit coquillage. Celui qui avait des coquillages avait tout. Quand il voulait quelque chose, il pouvait tout avoir en échange de coquillages. Un jour que le garçon jouait, il sentit un parfum extraordinaire. Il en suivit l'arôme. Il courut jusqu'à l'autre bout du village. Là étaient assis des hommes qui mangeaient la nourriture d'où provenait ce délicieux parfum. Celui qui mangeait le plus était l'homme assis au milieu. Il engloutissait sans s'arrêter et était si gros que son ventre donnait l'impression qu'il allait éclater. Le garçon s'approcha et lui demanda « Qui es-tu pour manger des choses qui sentent si bon ?» L'homme tourna la tête et cria d'une voix telle que le garçon eut l'impression d'être plus petit que la plus petite des fourmis. « Comment se fait-il que tu ne saches pas à qui tu t'adresses ? Ce que je porte au cou, tu ne le reconnais pas ? » Il montra avec son doigt gras son collier de coquillages. Il y en avait des grands et des petits, des blancs, des roses, des jaunes et de toutes les couleurs. « Tu ne sais pas que celui qui possède autant de coquillages est le chef de l'île ?» L'homme se leva, les coquillages tintèrent et le garçon les admira. « Toi, qui es-tu ? demanda le chef.
Tu les voudrais, hein? Mes beaux coquillages. Ils sont beaux, dis. Dis qu'ils sont beaux. Réponds donc. Et il enleva l'un de ses colliers qu'il fit danser et tinter sous les yeux du garçon. Il riait beaucoup, très fort. Le garçon lui dit « Ils sont beaux, ils sont très très beaux. Moi aussi j'aurai beaucoup de beaux coquillages comme ceux-là, et beaucoup de nourriture qui sentent très bon. Moi aussi, je serai chef. » Le chef, en grande colère, brisa un morceau de coquillage qu'il jeta aux pieds du gamin. « Va-t'en, tant que je domine encore ma colère. Quand tes colliers seront plus grands que ceux que je porte au cou, reviens me voir, nous compterons. Celui qui aura le plus de coquillages sera le chef de l'île. » Il rit beaucoup. Tous les hommes rirent avec lui. Le garçon ramassa le morceau de coquillage et s'en alla, très énervé par ce que lui avait fait le chef. D'abord, il voulut jeter le morceau de coquillage, pour ne plus avoir en tête le seigneur de l'île. Mais finalement, il l'échangea contre un pépin d'orange. Il le planta, puis se coucha pour dormir. Car son ventre était vide et ses jambes n'avaient plus de force. Quand il se réveilla, l'arbre était déjà très haut, et quand il se réveilla le jour suivant, ses branches touchaient le ciel. Le garçon sauta, ses mains saisirent les branches et il monta tout en haut, sur les plus hautes branches de l'arbre. Au-dessus de lui se balançait une maisonnette. Le garçon, poussé par la curiosité, y entra et vit une femme à l'intérieur. « Fais vite demi-tour et sauve-toi. Tu ne sais pas encore quel danger il y a ici, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tourne-toi, saute et fuis pour être loin d'ici. Si mon mari te voit, il fera en sorte que tu meurs. C'est un esprit. »« Je viens tout juste de grimper jusqu'en haut. Pourquoi est-ce que je redescendrais ?» dit le garçon. Ses yeux regardaient la femme. « Ton mari ne m'intéresse pas et ne me fait pas peur. »« Mais tu es venu jusqu'à lui. Cache-toi dans le coin, » dit la femme. Et elle jeta une natte sur lui. L'esprit arriva et flaira. « Femme, ça sent l'homme ici. Qui est-ce, femme? Qui donc est ici ?»« Quel homme ?» dit la femme, et sa voix était dure comme le bois de fer. « Un enfant est arrivé d'en bas. Il est dans le coin, sous la natte. » L'esprit ne souffla mot, mangea et but avec sa femme. Ils donnèrent au garçon une écuelle de bois sur laquelle était un couvercle fait d'une grande feuille. Quand le garçon souleva la feuille, l'écuelle se remplit de nourriture. Il en prit et mangea, et en reprit et remangea, en reprit encore et remangea encore, en donna à l'esprit et à sa femme, et l'écuelle était toujours pleine de nourriture. Quand il en eut assez et qu'il fut rassasié, il recouvrit l'écuelle avec la feuille. Alors l'esprit déposa sur la table quelques bouts de tiges de bambou. Le garçon les secoua, et des coquillages tombèrent. Il en tomba longtemps, il en tombait toujours, il y en avait beaucoup. L'esprit et le garçon dirent 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la force quitte main et tête. Mais ils comptaient toujours. Puis ils voulurent ranger les coquillages dans les tiges. Il y avait tant de coquillages que ni l'un ni l'autre n'avaient plus la force de compter. Déjà, le soleil était parti se coucher derrière la forêt. Et il faisait noir quand ils remirent enfin le dernier coquillage dans les tiges de bambou.
Ensuite, le garçon les emporta, ainsi qu'une hache et l'écuelle de bois. Et il sortit de la maison par les branches de l'oranger. Il descendit de branche en branche, puis encore d'une branche à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5 à descendre. Puis, il n'y en eut plus et il arriva à terre. Il entra dans la cabane de ses parents et déposa sur la table l'écuelle de bois. « Soulevez le couvercle de feuilles et mange, papa, mange la nourriture, maman. C'est une écuelle que j'ai rapportée de la maison dans le ciel. Elle se balance de gauche à droite, ici et là, comme un héron sur ses longs pieds. » L'homme et la femme mangèrent, et ce qu'ils mangeaient était bon pour la langue et pour l'estomac. Ils mangèrent beaucoup, et après chaque bouchée, ils disaient « 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la force quitte leurs mains, mais aussi la faim leur estomac. Et pourtant, ils comptaient toujours. » Puis ils replacèrent la feuille sur l'écuelle de bois et attendirent, car le garçon s'en était allé au moment où ils avaient commencé à manger. Le garçon était parti chercher le chef. Lorsqu'il arriva à sa demeure, le chef se leva, ses coquillages tintinnabulèrent. Et le garçon considéra l'homme qui le regardait de toute sa hauteur et lui dit « Je suis venu, comme tu le voulais. » « Je te vois, et je m'amuse à l'idée de ce que tu vas me dire, dit le chef. »« Celui qui aura le plus de coquillages sera le chef de l'île. »« Ce sont tes paroles que je suis venu te rapporter, » répondit le garçon. « Oui, celui qui aura le plus de coquillages, dit le chef. » Et l'orgueil faisait sonner ses coquillages. « Celui de nous deux qui a le plus de coquillages. »« Dis-le à mes oreilles, demanda le garçon. »« Va-t'en, tandis que je domine encore ma colère, dit le chef. Mais avant, tes petits éclats de coquillages, je te les compterai sur les doigts. »« Faisons d'abord le compte de tes coquillages, pas celui des miens, et nous ferons la différence. Et les doigts n'y suffiront peut-être pas. » Ils comptèrent. Le chef avait beaucoup de coquillages. Cependant, ils arrivèrent à les compter tous. Mais quand le garçon éparpilla les siens, la bouche du chef s'ouvrit tout grand, comme une grande huître, et resta ouverte. Le chef et le garçon dirent 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la force quitte main et tête, mais ils comptaient toujours. Ensuite, ils n'eurent plus assez de force pour dénombrer tous les coquillages. La bouche du chef ne riait plus, ses colliers ne tintinnabulaient plus à son cou, et sa bouche ne se refermait plus. Il alla s'asseoir chez lui, derrière le four. C'est le garçon qui devint chef. Le garçon et les autruches. Il y avait un garçon qui s'en alla seul dans le monde. Il alla dans la plaine déserte. Tous les animaux le fuyaient. Il alla d'abord aux gazelles, elles le fuirent. Il alla aux antilopes, elles le fuirent. Il alla aux impalas, ils le fuirent. Il alla aux zèbres, ils le fuirent. Il alla aux lions, ils le fuirent. Il alla aux girafes, elles le fuirent. Il alla aux éléphants, ils le fuirent. Et toujours ainsi, jusqu'à ce qu'il arriva aux autruches.
elles restèrent près de lui. Il habita avec elles et il devint leur compagnon. Quand elles se couchaient, elles ouvraient leurs ailes et ils s'endormaient entre elles. Elles l'habillaient de leurs plumes. Il mangeait leur nourriture, excepté les petites pierres qui étaient trop dures pour lui. Quand il grandit, ses cheveux grandirent avec lui, et il en vint à les porter traînant à terre. Un jour, des hommes montèrent sur des chevaux pour chasser les autruches. Ils suivirent le garçon à la trace, car il était parmi elles. Ils les suivirent jusqu'à ce qu'elles se lèvent de dessous un arbre. Les épines de l'arbre saisirent le garçon et le retinrent jusqu'à ce que les hommes le trouvent près de mourir. Ils l'oignirent de parfum. Le garçon reprit ses sens. Il leur dit: « Les autruches sont meilleures que tous les animaux. » Lorsque les siens apprirent cela, ils dirent: « Nous jurons de ne jamais tuer les autruches à cause du bien que nous savons d'elles. » Le collier de perles noires. Il était une fois une jeune fille très belle qui s'appelait Ina. Toutes les fées du ciel s'étaient penchées sur son berceau et l'avaient dotée de toutes les qualités: la grâce, la beauté, l'intelligence, la gentillesse. Jamais l'île de Raiatea n'avait connu de reine qui rassemblât autant de qualités. À 20 ans, son cœur n'était pas encore pris, malgré la cour assidue que lui faisaient de nombreux prétendants. Un jour vint pourtant où Ina rencontra le jeune homme qui fit battre son cœur. Elle se fiança sans attendre et annonça la date prochaine de son mariage. En gage d'amour, le fiancé, très épris, lui offrit le cadeau le plus extraordinaire qui n'avait d'égal que les sentiments très purs qu'il lui portait. En découvrant son présent, Ina fut émerveillée. Ni tout l'or de son palais, ni les diamants de sa couronne, ni la splendeur de ses maisons n'égalaient une telle merveille. De toute la Polynésie, nul pêcheur n'avait jamais imaginé que des perles d'une telle taille, d'une telle perfection, puissent exister. Noires, elles étincelaient de 1000 éclats au cou de la reine, qui jura de ne jamais plus se séparer de ce collier que tout l'or du monde n'aurait pu lui arracher. Bien qu'elle en mourût d'envie, Ina, en accord avec son fiancé, décida cependant de ne porter ce collier qu'à partir du jour où leur mariage serait célébré. En attendant, ce collier inestimable serait gardé par des hommes en armes, qui le veilleraient jour et nuit. Un jour, alors que Ina donnait audience à ses sujets, elle refusa la requête d'un homme, comme cela arrivait lorsque la demande ne lui paraissait pas justifiée. Or, cet homme n'était autre que Hiro, le roi des voleurs. Après avoir été un prétendant éconduit de la jeune reine, Hiro subissait ici un second affront qu'il ne put supporter. Se sentant humilié, sa jalousie se transforma rapidement en haine, et Hiro résolut de se venger en s'attaquant à ce que la reine avait de plus cher, son collier de perles. Maître en matière de vol, après avoir déjoué tous les pièges et trompé la surveillance des gardes armés, il parvint par 1000 ruses à s'emparer du précieux bijou. Tenant sa vengeance en main, et avant même que l'alerte ne fût donnée, Hiro gagnait déjà l'île voisine de Hain, en pirogue. Sur Raiatea, dès que le vol fut découvert et annoncé à la reine, Ina s'effondra, terrassée par une tristesse infinie. Avec le vol de son collier, c'est une partie de son cœur qu'on venait de lui prendre. Et le voleur le savait.
Aussitôt, elle devina qui se cachait derrière ce méfait. Il n'y avait sur terre qu'une seule personne aussi audacieuse et capable de braver la surveillance de la garde royale. C'était bien sûr le terrible Hiro, le roi des voleurs. Sans plus tarder, Ina prit les recherches en main et décida de lancer aux trousses du malfaiteur le plus impressionnant de ses molosses, une bête dont la force et le flair extraordinaire n'avaient d'égal que son imposante stature. Immédiatement, le superbe animal se dirigea vers le bord de l'eau, pointant déjà le museau en direction de Wain. Sur cette île, Hiro se croyait à l'abri. Dès son arrivée, il avait dissimulé son prestigieux butin sous une pierre, d'un poids impressionnant. À cet endroit, pensa-t-il, nul ne saura jamais débusquer mon butin. Il n'existe personne sur terre qui soit aussi malin que Hiro, le roi des voleurs. Mais déjà s'approchait des rives de Wain, le molosse de la reine. La truffe, grosse comme une noix de coco au vent, son travail apporta très rapidement ses fruits. Fuyant dans la montagne où se tenait son repère, Hiro était loin de se douter d'une conclusion aussi rapide. Le molosse s'arrêta à l'endroit même où Hiro avait dissimulé le précieux collier, et comme pour marquer le lieu précis où se cachait le trésor, il posa sa lourde patte sur la pierre. Une fois la pierre soulevée, Ina reprit son collier et épousa, comme il se doit, son fiancé bien-aimé. Depuis ce jour, on peut voir sur l'île de Wain l'empreinte d'une patte d'un animal de taille impressionnante gravée dans cette roche bien connue. Le cruel empereur ou la femme fidèle. La famille Meng planta un jour une courge le long du mur de son jardin. La floraison fut magnifique, et d'une fleur naquit un fruit exceptionnellement gros. Lorsqu'il arriva à maturité, d'un joli jaune d'or, la famille Meng décida de le cueillir. Mais en coupant le fruit, quelle ne fut pas la surprise des Meng de trouver en son cœur une adorable petite fille. Ils décidèrent de l'élever et la baptisèrent du nom de Jiang. Les Meng vivaient sous le règne de l'empereur Shiwang, célèbre pour son injustice et sa cruauté. Craignant les Huns qui ne lui laissaient pas de répit et las de leurs invasions incessantes, l'empereur décida de construire un mur le long de la frontière nord de la Chine. Hélas, les architectes n'étaient guère brillants, et à peine avait-on terminé une partie du mur qu'une autre s'écroulait. Les années passaient, et le mur n'était toujours pas terminé. Un jour, un sage du royaume vint trouver l'empereur, et après s'être incliné respectueusement devant lui, il dit « Sire, on ne peut construire un mur devant s'étendre sur 10 000 lieues de longueur, sauf si dans chaque bloc d'une lieue, on enferme un homme. L'esprit de l'homme veillera alors sur ce bloc, et le mur deviendra indestructible. » L'empereur, qui ne se souciait guère de son peuple, trouva l'idée excellente et décida de la mettre en œuvre immédiatement. Dans chaque région, chaque ville, chaque maison, ce fut l'horreur. Des hommes, des jeunes filles, des garçonnets furent saisis et emmurés vivants. Un autre sage du royaume vint trouver l'empereur, et après s'être incliné respectueusement devant lui, il dit « Sire, votre façon d'utiliser le peuple pour édifier votre mur terrifie le pays tout entier.
Il se pourrait qu'il se révolte avant même que le mur ne soit terminé. Mais j'ai peut-être la solution. Un homme, nommé Wan, demeure non loin du palais. Or, vous n'êtes pas sans savoir que Wan signifie 10 000. Si vous prenez cet homme, il suffira à lui seul pour les 10 000 lieues, puisque Wan, 10 000, est son nom. L'empereur se réjouit de cette sage parole et ordonna d'aller chercher ce Wan et de le conduire au mur. Prévenu par des amis, le jeune homme prit la fuite. Après avoir couru fort longtemps, il finit par se réfugier dans un jardin où les grandes feuilles d'un bananier paraissaient une cachette idéale. Or, ce jardin n'était autre que celui des Meng. Un soir, alors que la lune était pleine, la belle Diang, devenue une superbe jeune femme, descendit dans le jardin. Wan l'aperçut, et aussitôt, il en tomba éperdument amoureux. Il descendit de sa cachette et lui demanda de devenir sa femme. Diang accepta, et ils se marièrent dès le lendemain. Ils étaient en train de célébrer joyeusement leurs noces lorsque les soldats de l'empereur firent irruption dans le jardin et s'emparèrent de Wan, qu'ils emmenèrent près du mur. Restée seule, Diang Meng était profondément malheureuse. Même si son union avait été de très courte durée, elle pensait à son époux avec nostalgie et sentait au fond de son cœur un amour sincère, véritable et immense. Désespérée, elle décida de partir à la recherche du corps de son mari. Elle affronta les éléments, la pluie, la neige, les brûlures du soleil. Elle traversa les plaines et les montagnes, les fleuves et les lacs, et parvint au prix de grandes souffrances et de fatigues au pied du mur. Devant un édifice aussi immense, elle se demandait comment retrouver les restes de son bien-aimé. Découragée, elle s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Le mur, ému par tant de chagrin, s'écroula, laissant apparaître les os de Wan. L'empereur ne fut pas long à apprendre l'histoire de la femme qui avait cherché son époux par monts et par vaux, ainsi que l'effondrement de son mur. Il vint en personne voir Diang, et éperdu d'admiration devant sa beauté, intrigué, il lui demanda de devenir impératrice. Diang savait qu'elle ne pouvait résister à la volonté de l'empereur. Elle posa diverses conditions pour cette union. Une fête des morts de 49 jours devait être célébrée à la mémoire de son époux. L'empereur et tous les sujets de la cour devaient prendre part aux funérailles. Une terrasse devait être construite sur les rives du fleuve, car Diang souhaitait pouvoir offrir des sacrifices aux morts en souvenir de son époux défunt. L'empereur accéda à toutes ces demandes, tant il était désireux qu'elle devienne son épouse. Lorsque la terrasse fut prête, Diang y monta, et à la stupéfaction de tous, maudit à haute voix l'empereur Shiwang d'avoir été si cruel et si injuste. L'empereur contint sa colère et ne dit rien. Les sujets qui entendaient ces paroles étaient sidérés, mais au fond d'eux, ils approuvaient les propos de la jeune femme. Lorsqu'elle eut terminé sa tirade, Diang plongea du haut de la terrasse dans le fleuve.
L'empereur entra alors dans une terrible colère, ordonnant à ses soldats de repêcher son corps et de le couper en petits morceaux. Les soldats s'exécutèrent immédiatement. Mais tous les morceaux se transformèrent en poissons d'or. Et c'est à travers eux que l'âme de la fidèle Diang continue à vivre pour toujours. Le dévouement de Yamadou Ave. Il y a très longtemps de cela, des Peuls, de la famille d'un chef célèbre nommé Diadier, fondèrent un village qu'ils appelèrent Bambero, du nom d'une montagne voisine. Le village prit peu à peu de l'importance et ne tarda pas à compter 333 flèches ou guerriers. Les Tomaranké de la région de Médine virent d'un mauvais œil la prospérité rapide de ces nouveaux venus, et, poussés par la jalousie et la cupidité, leur déclarèrent la guerre. Les Peuls étaient bien peu nombreux encore pour résister à tant d'ennemis. Mais malgré cela, ils se résolurent à la résistance la plus acharnée. Un marabout, du nom de Malik Si, qui voyageait dans la région, vint alors à Bambero. Il proposa aux Peuls de leur préparer un gris-gris qui leur assurerait la victoire malgré leur grande infériorité numérique. « Mais, ajouta-t-il, il vous faudra souscrire à la condition que je vais vous poser. »« Parle, dirent les Peuls. »« Voici ma condition. Vous fixerez ce gris-gris à la pointe d'une flèche. Au début du combat, l'un de vous, un membre de la famille de Diadier, un de vos concitoyens que vous aimez le plus, décochera la flèche au milieu des ennemis. Il sera tué dans le combat. Mais à ce prix, je vous garantis la victoire. Chacun alors s'offrit pour ce mortel honneur, mais Maliksi resta muet jusqu'à ce qu'un jeune homme du nom de Yamadou Ave se fût proposé. Alors le marabout déclara : « Celui-ci est l'homme que j'attendais. »« Voilà qui est bien, » dit Yamadou aux Peuls. « Mais puisque je m'offre pour votre salut, je vous demande de consentir à votre tour à mes demandes. » Il y avait là 4 tribus Peuls, les Diallo, les Diakité, les Sidibé, les Sankaré. Toutes donnèrent leur consentement. Le marabout, reprit Yamadou, a dit que, par la vertu du talisman, je mourrais demain pour le salut de ma race. Je suis prêt, mais j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Le premier est Sego Doi, le deuxième Mamadou Doi, et la troisième Sané Doi. Chers Peuls, je vous les confie, eux et leurs enfants. Je demande que leurs descendants commandent aux Peuls du Kasso. Je désire qu'ils puissent épouser les femmes de votre race. Les Peuls à l'unanimité déclarèrent qu'il en serait selon son désir. C'est à la mare de Tombifara que se produisit le choc entre les Malinké et les Peuls. Le combat à peine commencé, Yamadou Ave se précipita, flèche en main, au milieu des ennemis pour les frapper à mort. Il se battit vaillamment et ne tomba qu'au moment où les Malinké prirent la fuite. Et la prédiction du marabout fut entièrement réalisée. Les Peuls remportèrent la victoire, tandis que leurs adversaires, ayant perdu leur roi, furent en grande partie anéantis. La paix fut ainsi assurée pour de longues années. Et les Peuls s'acquittèrent de leurs dettes envers les enfants du héros. Ils les élevèrent avec considération. Ils firent de Sego Doi leur roi dès sa majorité et maintinrent le pouvoir suprême à ses descendants. Le Shulam. Un jeune homme partit un jour de chez lui parcourir le vaste monde afin d'apprendre la vraie vie. Avant qu'il s'en aille, sa mère l'avertit. «
Ne prends pas, mon fils, tes chemins interdits. Si tu vois un sac noué, ne le dénoue pas. Et si tu te trouves en danger, pense à moi. Le fils promit de se souvenir de toutes ces recommandations, mais à peine fut-il sorti de la yourte qu'il oublia les conseils maternels. Il voyagea un jour, puis un autre, et il arriva à un chemin où 2 os croisés gisaient sur le sol. On ne s'engage pas sur de tels chemins. Mais le jeune homme n'eut pas envie de faire demi-tour. « J'ai tant de force dans mes 2 bras que je n'ai rien à craindre, se dit-il. » Il prit donc le chemin interdit et vit soudain devant lui un sac fermé par 3 nœuds. « Que peut-il bien contenir ?» se demanda-t-il alors. Curieux, il dénoua les 3 nœuds. À cet instant précis, jaillit du sac un choulam. Un monstre hirsute, pourvu de tentacules, avec une bouche énorme et de grandes dents aiguisées. « Je te remercie de m'avoir délivré » cria le choulam. « Comment t'es-tu retrouvé dans ce sac » demanda le jeune homme. « J'emportais le bétail du village » répondit le choulam, « et les habitants m'ont attrapé avec un lasso. Maintenant que je suis libre, je vais pouvoir me venger. Mais je vais d'abord te manger, afin de reprendre des forces. » « Est-ce ainsi que tu me témoignes ta reconnaissance ?» se lamenta le jeune homme. « Nous autres, les choulams, ignorons ce qu'est la gratitude, » rétorqua le monstre. « Nous ne connaissons que la faim et la vengeance. » « Oh maman, si seulement je t'avais écouté, » se dit tout bas le jeune homme. Soudain, comme s'il l'avait appelé, sa mère apparut. Celle-ci s'inclina profondément devant le monstre et dit « Il est bien clair, noble sire, que vous avez tout à fait le droit de manger mon fils qui vient de vous délivrer. Mais je ne peux pas croire qu'un être aussi grand que vous ait pu entrer dans ce sac. Tu ne me crois pas ? Alors regarde bien, dit le choulam, et il sauta dans le sac. Seule sa tête dépassait à présent. « Non, je ne peux pas vous croire, je vois toujours votre tête, » répondit la femme. Le choulam entra la tête dans le sac. Et aussitôt la mère le referma et fit 3 nœuds. Le monstre tenta de se libérer, mais en vain. « Tu vois, mon fils, si je ne veillais pas sur toi, et si je n'avais pas entendu ton appel, tu serais déjà mort. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» Et le jeune homme de promettre à sa mère de toujours suivre ses recommandations. Le chat et la souris. Un chat et une souris vivaient ensemble dans un grenier en toute amitié. La souris, raisonnable et économe, songeait à faire des réserves pour l'hiver, bien qu'on fût encore en été. Un jour, elle trouva un bon morceau de lard et dit au chat : « Voilà des provisions pour la mauvaise saison. Mais où pourrait-on cacher ce lard pour être sûr qu'on ne nous le vole ? Pas ici dans le grenier, car nous serions tentés de le manger avant l'hiver. On peut le mettre sous l'autel de l'église, proposa le chat. Et le lard fut caché là. Mais le minou, très gourmand, ne cessait de penser au morceau de lard et décida de retourner à l'église pour en prendre un petit morceau. Pour ne pas éveiller les soupçons de la souris, il inventa une histoire. « Ma cousine, qui vit dans le grenier à blé, vient d'avoir un chaton. Je suis son parrain et demain, j'irai à l'église pour son baptême. »« Profites-en bien, » lui répondit la souris. « S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le lendemain, le chat se rendit à l'église, sortit le morceau de lard de sa cachette et en mangea un morceau. Il s'installa ensuite au soleil pour une longue sieste. Le soir, il rentra au grenier.
« Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ?»« Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris un peu déçue. »« Comment s'appelle le chaton ?»« Il s'appelle, hésita le chat. « Le bord. »« Drôle de nom, dit la souris. » Quelques jours plus tard, le chat dit à la souris, « Ma cousine qui vit dans la cave vient d'avoir un chaton. Demain, je dois me rendre à son baptême. »« Profites-en bien, lui répondit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le chat retourna à l'église et cette fois mangea la moitié du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier. « Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ?»« Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris encore déçue. Comment s'appelle le chaton ?»« Il s'appelle la moitié, répondit le chat. »« Drôle de nom, dit la souris. » Le chat se sentait quand même coupable d'avoir mangé la moitié du morceau de lard, mais la tentation était trop forte. Quelques jours plus tard, il dit « Ma tante, qui vit au moulin, vient d'avoir un chaton. Je dois me rendre demain à son baptême. »« Profites-en bien, lui dit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le chat courut à l'église et mangea le reste du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier. « Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ?»« Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris encore une fois déçue. »« Comment s'appelle le chaton ?»« Tout entier, répondit le chat. »« Drôle de nom, dit la souris. » L'hiver arriva, et la souris dit au chat « Allons à l'église chercher le morceau de lard. » Le chat l'accompagna sans rien dire. Bien sûr, elle ne trouva pas le morceau de lard. Elle fondit en larmes. « On nous a volé notre lard !» Le chat, mal à l'aise, regardait ailleurs. La souris comprit alors que le lard n'avait pas été volé, mais que c'était le chat qui l'avait mangé. « Ah, j'ai compris !» s'écria-t-elle. « C'est toi qui as tout mangé ! Menteur, voleur, méchant, égoïste !» Elle l'accabla de reproches, tant et si bien qu'exaspéré, le chat se jeta sur elle et la mangea. Le chacal et le hérisson. Le hérisson s'était associé avec le chacal pour cultiver. Des nomades s'installèrent un jour sur leur terre. Quand le chacal et le hérisson s'en furent visiter leurs champs, ils y trouvèrent des chèvres broutant leurs grains en herbe. « Amis, dirent-ils aux étrangers, vous nous portez tort. Si Dieu vous guide dans la bonne voie, décampez de nos champs. »« Nous n'en partirons pas, répondirent-ils. Et grande fut alors l'inquiétude de nos deux compères. Le chacal dit un jour au hérisson, « Tirons au sort. Celui de nous deux qu'il désignera montera sur l'autre et nous irons rasier les chèvres des nomades. » Le hérisson répondit, « Mets ta confiance en Dieu. » Et ils tirèrent à la courte paille. Le sort désigna le hérisson qui fut ainsi choisi comme monture. Le chacal lui jeta la selle sur le dos, mais ne sut comment s'y prendre pour monter, car il arriva jusqu'à terre. Le hérisson l'interpella. « Qu'as-tu à vouloir monter sur moi ?» lui dit-il. « Je suis si petit, si court. C'est sur toi que la selle ira, tu es grand et long. Si c'est là ton désir, mets-la sur moi. » La selle était à la taille du chacal. Le hérisson mit le pied dans l'étrier et s'écria « Je vais me servir de l'éperon. » En prenant la bride en main, le hérisson monté sur le chacal s'en fut chasser les chèvres de leur champ. Levant la tête, les nomades virent le hérisson à califourchon sur le chacal. Ils appelèrent les lévriers qui les prirent en chasse.
Le chacal, effrayé, dit au hérisson: « Oncle Mande, je t'en prie, lâche la bride, que je me sauve plus vite, je sens les lévriers sur moi. » Le hérisson, serrant plus fortement la bride, lui répondit: « Tranquillise-toi, cette journée ne se passera pas sans toi. » Ils allaient ainsi quand ils atteignirent une rivière. Le chacal la franchit, mais le hérisson tomba sur place. Il alla alors se cacher sous une bouse de vache, tandis que le chacal disparaissait au loin. Pendant ce temps, les gens du douar célébraient un mariage. Les femmes qui étaient allées chercher du combustible trouvèrent l'oncle Mande caché sous une bouse. Une vieille le ramassa. « Oh, notre ennemi, lui dit-elle, c'est Dieu qui t'a fait prendre. » Elle le porta aux gens du douar. « Nous sommes occupés, lui dirent-ils. Il n'y a que toi pour le garder. » Elle lui passa un collier et l'attacha au poteau de la tente, puis alla s'asseoir devant lui. Le hérisson fit semblant de pleurer. « Qu'as-tu, Mande, lui dit-elle. Quelle peine t'ai-je faite ? Ce qui m'attriste, c'est que tu restes là à surveiller un paquet d'épines pendant que les hommes et les femmes du douar sont à la noce en train de manger et de boire. » Là-dessus, la vieille se leva et s'en fut, elle aussi, prendre sa part du festin, laissant le lévrier pour surveiller le hérisson jusqu'à son retour. Le lévrier, accroupi devant le hérisson, l'écoutait parler. « Dieu t'a frappé, toi aussi, de sa malédiction, misérable. Tes frères se rassasient d'os et de couscous pendant que tu es là à me garder. Me prends-tu pour une saucisse de l'Aïd el-Kébir? Vois donc ce que tu surveilles, des épines !» Et ce disant, il lui montrait ses piquants. Le lévrier se dressa et alla dire à la vieille: « Viens et cherche un autre pour te garder la pelote d'épines. Moi aussi je veux manger ma part de la fête. » La vieille revint vers le hérisson. En la voyant, il se remit à pleurer. « Qu'as-tu, Mande ?» lui dit-elle. « J'ai peur que tu me mettes dans le cruchon au bendak et que, suspendu là-haut, tu me tues pour être débarrassé de moi. Par ta mère, vaurien, c'est bien ce qui va t'arriver. » Elle le plaça dans le cruchon qu'elle suspendit à la tente. Le hérisson se mit alors à manger jusqu'à satiété, et quand la vieille vint pour le voir, elle le trouva les pattes en l'air. Croyant qu'il était mort, elle étendit une nippe à terre, s'y allongea et s'endormit. Alors, le hérisson se leva, coupa sa corde et s'enfuit. Le canari merveilleux. Bafo était une petite fille mal élevée. Elle passait son temps à se battre avec ses camarades et refusait obstinément de travailler. De plus, elle ne pouvait voir un objet sans y toucher. Ses parents la punissaient souvent, mais c'était peine perdue. Elle n'en devenait pas meilleure pour cela. Un jour, au marché, Bafo vit des petits canaris blancs. Elle en prit un au creux de sa main et demanda au marchand voisin: « Quel est le prix de ce canari ?»« Bon, j'en sais rien, » répondit l'homme. « Mais de toute façon, il n'est pas à vendre. » Sans prêter attention à ses paroles, Bafo jeta à terre 20 pièces et s'éloigna en emportant le canari. Quand le marchand s'en reviendra, se dit-elle, il trouvera l'argent à la place du canari. Or, ces petits canaris blancs n'étaient autres que des aigrettes qui, à chaque jour de marché, se transformaient pour vivre un peu au milieu des hommes. Avant que Bafo ait atteint sa case, le canari redevint aigrette. L'oiseau saisit alors la petite fille et s'envola avec elle jusqu'au sommet d'un grand arbre. Puis, déposant Bafo sur une grosse branche, il reprit son vol et disparut.
Bafo poussa des cris, suppliant les passants de prévenir ses parents. Ceux-ci accoururent, amenant avec eux leur chien noir, qui grimpa à l'arbre et en redescendit avec Bafo. La leçon profita à la fillette qui se corrigea de son indiscipline. Et par reconnaissance, elle n'oublia jamais, chaque fois qu'elle mangeait son couscous, d'en donner la première et la dernière poignée au gros chien noir qui l'avait tiré de ce mauvais pas.